Alors vous êtes écrivain, historienne et conférencière française. Vous êtes titulaire d'un diplôme d'études approfondies en histoire. Vous avez publié des ouvrages relatifs à l'histoire du XVIIIe siècle en France et traitant d'affaires religieuses, policières et judiciaires de la fin de l'Ancien Régime jusqu'au début de la Révolution française. Et à ce jour, vous avez quand même publié 18 ouvrages. Alors il y a des BD. Vous avez même fait un disque. Alors je ne vous cache pas que tout a été vendu hier. Ça a été une marée à Ferney-Voltaire. Donc si il y a 2 vénards qui veulent écouter Marion, il reste 2 disques. Moi je l'ai écouté, c'est avec moi. C'est pour chanter avec elle et c'est très drôle. Désolée, on n'en aura pas plus. Donc parmi les livres, il y a les droits sexuels ou la destruction programmée de l'enfance et de la famille, la marche rouge, les enfants perdus de l'hôpital général. Vous avez un autre livre qui s'appelle Foi de dissidente. Et puis puisqu'on est à Ferney-Voltaire, je ne pouvais pas m'empêcher de citer Voltaire, une imposture au service des puissants, que je vous invite à lire. Alors moi, puisque vous ne pouvez plus les acheter ici, vous les commandez à la librairie de Ferney-Voltaire et c'est franchement pas un problème. Alors maintenant, j'allais dire, je ne sais pas si vous avez remarqué en arrivant, Marion, que les panneaux marqués Ferney-Voltaire étaient posés à l'envers. Ah, ici aussi. Ici aussi. Ah, j'ai pas vu. On a les panneaux à l'envers tout autour à Coleb aussi, parce qu'en fait, nos agriculteurs se sont rendus compte que le monde marchait à l'envers. Très observateurs, les agriculteurs. Voilà. Je pense qu'ils pourraient faire quelque chose d'un petit peu plus musclé. Mais voilà, donc le monde marche à l'envers. Et je pense qu'ils ont bien raison. Nous sommes dans une époque digne d'Orwell qui a dit que la guerre c'est la paix, la liberté l'esclavage et l'ignorance la force. Donc les mots n'ont plus de sens. Il n'y a plus vraiment de loi. On assiste à une déstabilisation de nos sociétés absolument phénoménale et j'en veux pour preuve cette loi absolument hallucinante, enfin le fait que on a le triste record d'être le premier pays à avoir mis la constitution, mis dans la constitution l'avortement, et qui d'ailleurs dans cette même constitution on parle de la dignité de l'homme. Donc je vous demande juste de chercher l'erreur. Ce qui est amusant, moi j'aime bien ces petits détails, c'est que quand vous regardez les journaux, ils vous ont dit mais regardez c'est fantastique, il y a une bactérie, on a trouvé une bactérie sur Mars et il y a de la vie sur Mars. Et puis vous avez une femme enceinte de 3-4 mois, elle lui dit ah non toi tu ne portes pas la vie. Voilà, j'aime bien ces petites incohérences et mettre le doigt dessus parce que déjà ça vous donne un peu d'essence pour parler avec vos amis, puis ça montre surtout que le monde marche effectivement sur la tête. Une incohérence totale. Et nous sommes dans un 2 poids 2 mesures absolument phénoménal et complètement déstabilisant. Alors Marion, dès sa petite enfance, on constate que l'individu est confronté, même encouragé à la pornographie ainsi qu'au changement de genre. Et de la mainmise de l'État sur les enfants au réseau pédocriminel et au féminisme, on peut se poser la question de qui tire les ficelles d'une désacralisation de la sexualité et de la famille et dans quel but. Donc nous sommes heureux de vous écouter là-dessus. Vous allez voir, c'est assez dur. Je voulais juste vous dire que, encore une petite chose, c'est que hier nous avons eu la police qui a appelé avant la conférence à Ferney-Voltaire parce que ce sujet est un sujet extrêmement difficile. C'est un sujet controversé qui soulève la responsabilité de beaucoup de monde, en fait, on va dire. Et donc, l'hôtel qui nous accueille, la police l'a appelé pour lui dire, bah voilà, on a beaucoup de plaintes en avant-première de ce que vous allez dire ce soir, parce que c'est un sujet controversé, et ils ont sorti tous les mots, islamophobie, dérive sectaire, etc., etc. Et donc ils ont eu beaucoup de plaintes. Mais je dois reconnaître que la police genevoise a été remarquable, puisqu'ils ont dit à la personne qui nous accueillait que s'il y a un problème, surtout vous nous appelez et on interviendra tout de suite. Par ailleurs, donc vous savez que nous faisons ces conférences donc sur Genève ou alors Lausanne avec le mouvement fédératif roman. D'ailleurs, s'il y a des Suisses dans la salle, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à devenir membre.
parce qu'ils ont besoin ils ont besoin d'argent comme tout le monde. Ils vont pour faire des leaflets, etc. Et ça bosse, et ça bosse pour nous tous, et ça bosse pour l'avenir de nos enfants. Et donc ce matin, Michel, qui est une des trois Laronne, la deuxième est là-bas au fond, là, elle vient d'arriver, m'a dit qu'ils ont saturé le site du MFR en appelant, en faisant 800 inscriptions bidons à la conférence de Marion. Et avec des noms genre Bernard Arnault, etc. Alors là où ils ne sont pas très futés, c'est qu'en fait c'était hier. Donc ils ont bloqué le site ce matin. Mais voilà, c'est pour vous dire que les choses, on dérange un peu. Alors en même temps, c'est assez encourageant de savoir qu'on dérange, parce que peut-être qu'on est en train de soulever des choses qui sont exactes. Voilà. Donc Marion, je vous laisse la parole. Merci. Je voudrais vous parler avant tout d'une référence historique, puisque je suis rentrée dans le sujet il y a maintenant plus de 30 ans, et qu'en rentrant dans ce sujet de ce qu'on faisait aux enfants, j'ai voulu, à la fois pour préserver ma sécurité et approfondir les choses, faire une recherche historique. C'est-à-dire que quand j'ai compris ce qui se passait autour de moi, j'ai dit si je veux me battre contre ça, je ne vais pas durer 15 jours, enfin quelques mois tout au plus, alors que si je les prends à revers en étudiant l'histoire, je risque de découvrir énormément de choses et de pouvoir les combattre à revers. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai repris les études d'histoire, j'avais 51 ans. Quelques années après, j'avais un DEA, c'est-à-dire un Master 2. Je n'ai pas voulu continuer jusqu'à la thèse pour une raison très simple, c'est que c'était 3 ans de plus et que je voulais vraiment publier. Je voulais publier très vite et atteindre mon public. C'est comme ça que je me suis arrêtée à Bac plus 5 et je vais vous raconter en quelques mots l'essentiel de ce que j'ai découvert sur le sujet au cours de mes études d'histoire. La prise en charge des gens qui ont perdu leurs moyens de subsistance par la guerre, ce qui était le cas le plus courant, a été organisée au milieu du XVIIe siècle. Le XVIIe siècle, c'est Henri IV, Louis XIII, Louis XIV, par une association secrète de notables. C'est-à-dire qu'il s'appelait la Compagnie du Saint-Sacrement. C'est eux qui ont fondé l'hôpital général, un lieu de renfermement des pauvres. C'est-à-dire que pour prendre en charge des gens qui avaient perdu leurs moyens de subsistance, ces gens organisés en société secrète ont décidé de les renfermer dans des institutions, une institution spécialement dédiée à ça. C'est d'un grand humanisme, comme vous imaginez. Quand le roi a interdit cette compagnie du Saint-Sacrement, qui se comportait comme une espèce d'État dans l'État, c'était des gens importants, c'était des juges, des notaires, des hommes d'affaires, des gens avec une certaine surface sociale et beaucoup d'entre gens et beaucoup de relations. Ils étaient en train de créer une société qui fonctionnait sur un serment secret, et ça mettait à mal l'autorité du roi. Donc le roi a demandé, il n'a pas demandé, il a dissous la Compagnie du Saint-Sacrement qui tenait toutes les rênes de l'hôpital général. Et au moment où la Compagnie du Saint-Sacrement a quitté l'organisation de l'hôpital général, tous les postes qu'ils ont laissés ont été occupés par une secte qui s'appelle les jansénistes, qui sont les mêmes gens, c'est-à-dire le même milieu à la fois parlementaire, le milieu des juges, le milieu des avocats, le milieu des hommes d'affaires. Et c'est une espèce de secte rigoriste, absolument hystérique. Enfin, j'ai fait plusieurs conférences pour raconter ce que c'est que le jansénisme, c'est vraiment une horreur. Et ce sont eux qui ont occupé à l'hôpital général tous les postes laissés vacants par la Compagnie du Saint-Sacrement. Là où la Compagnie du Saint-Sacrement avait fait le mal, les jansénistes ont fait le pire. C'était absolument une horreur. L'organisation de l'hôpital général, c'est-à-dire qui renfermait les pauvres, les enfants perdus, en séparant les familles, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre et les enfants d'un troisième lieu. C'était une organisation autonome de gens qui se cooptaient et qui n'ont toléré aucune ingérence intérieure. C'est-à-dire que l'organisation de l'hôpital général, c'était à sa tête, il y avait un conseil d'administration, un bureau. Pour faire partie du conseil d'administration, il fallait avoir été coopté par des gens qui étaient là. Il n'y avait pas d'autre moyen d'entrer que d'être introduit par 2 ou 3 personnes. Il était impossible d'entrer dans l'établissement sans être validé par la secte. Et je vous assure, les jansénistes, c'était vraiment une horreur. C'était vraiment une horreur. Alors on en a fait des héros parce qu'ils sont opposés au roi. Quand on regarde les choses sous l'angle de ce qu'ils ont fait à l'hôpital général, on comprend que le roi soit opposé
autant qu'il a pu, il n'a pas pu grand-chose, mais disons, il n'a pas su grand-chose non plus, en tout cas pas Louis XIV, on comprend que l'autorité royale ait voulu s'opposer à ces gens-là. Donc, par la création de l'hôpital général, les pauvres ont été retirés à la bienveillance des communautés et de l'Église qui faisait de son mieux localement. C'est quoi les communautés? Les communautés, c'est les villages. Quand vous aviez une catastrophe dans une contrée, le village, ou éventuellement le seigneur, parce que le seigneur faisait partie du village, mais le village en tant que communauté faisait de son mieux pour pouvoir, il n'y avait pas d'enfants orphelins qui restaient sans famille d'accueil. Enfin, je veux dire, ça se faisait de façon tout à fait locale, avec l'Église qui apportait son aide bienveillante, à la fois en soins, en hébergement, le cas nécessaire, le cas échéant, en prêtant de l'argent, en donnant, enfin bon. À partir de la création de l'hôpital général, tout ce qui concernait les pauvres a été retiré à la bienveillance de l'Église. C'est-à-dire que l'hôpital général a été considéré comme le seul établissement ayant l'exclusivité du droit et du devoir de s'occuper des pauvres et des sans-abri, quelle que soit la raison de leur situation, de leur chute, en séparant systématiquement les familles. Il était absolument impossible de faire autre chose que ce que ces messieurs avaient décidé. Il n'était plus possible, c'était un délit par exemple de donner de l'argent à un mendiant. La mendicité était devenue un délit, donner de l'argent, mendier était un délit, donner de l'argent à un mendiant en était un aussi. Donner l'hébergement, héberger des mendiants, j'ai vu le cas dans le code de l'hôpital général, un hôtel meublé avait donné asile à des mendiants pour passer la nuit. Alors probablement quelques personnes bienveillantes avaient payé la note, et les archers sont allés arrêter les mendiants pendant qu'ils dormaient, ce qui veut dire que ce n'est pas ce qu'ils faisaient qui était le délit, puisqu'ils dormaient, donc ils ne mendiaient pas, mais ce qu'ils étaient, c'est-à-dire des gens sans feu ni lieu. Et être sans feu ni lieu, alors que vous relevez d'une guerre civile, c'était une situation absolument courante. Je veux dire, la Fronde, ça a été une épouvante, ça a été énormément de destruction. Donc vous aviez des gens qui avaient perdu leur foyer, leurs moyens de subsistance. C'était un délit de les aider, c'était un délit de les héberger. Et ce qu'ont fait les archers, ils ont pris ces gens, ils les ont enfermés à l'hôpital général, alors en séparant les couples, hein, vous avez compris. Et ils ont infligé une amende à l'hôtel meublé qui avait fait ce qu'il n'avait plus le droit de faire, c'est-à-dire porter secours à des miséreux. Donc la création de l'hôpital général, c'est une institution absolument abominable qui a fait de la pauvreté un délit et de l'aide aux pauvres un crime, si ce n'était de les diriger vers l'hôpital général. Ça a été à ce point verrouillé que si vous vouliez donner vos biens aux pauvres, donnez vos biens aux pauvres, par exemple, vous allez mourir, vous n'avez pas d'héritier direct, vous voulez donner aux pauvres, ça veut dire directement à l'hôpital général. Et l'hôpital général gérait lui-même ses fonds, personne n'avait le droit d'aller regarder ce qui se passait. Le receveur de l'hôpital général était nommé par les administrateurs qui étaient les seuls à pouvoir mettre le nez dans les comptes. Le roi n'a même pas su combien gagnait l'hôpital général. C'était vraiment une organisation absolument monstrueuse. Ils ont fonctionné comme une tyrannie atroce sur les pauvres. C'est épouvantable. Les conditions étaient ce qu'on peut appeler, alors avec le recul du temps, concentrationnaires. Alors qu'est-ce que c'est qu'un camp de concentration? C'est un espace à ciel ouvert, c'est pas une prison avec un toit, hein, c'est un espace à ciel ouvert dont on ne peut pas sortir et dans lequel la loi qui s'applique est hors de tout contrôle extérieur. C'est-à-dire c'est forcément le pire. Alors vous avez à l'intérieur de l'hôpital général des pauvres, des miséreux, des gens... alors pas malades, hein, l'hôpital c'est pas pour les malades sont à l'Hôtel-Dieu. Donc il y a beaucoup d'allers-retours entre l'hôpital et l'Hôtel-Dieu, parce que quand quelqu'un est malade à l'hôpital général, on l'envoie à l'Hôtel-Dieu et ensuite il y revient, on trouve ces allers-retours dans les registres. Donc vous avez là une population qui est pauvre, qui est désespérée, qui est misérable et qui reçoit des coups, qui est volée, qui est violée. Enfin, c'est absolument abominable. C'est abominable, la maltraitance, c'est insoutenable. C'est insoutenable, ça a duré 150 ans. Louis XIV a signé en 1656
il a signé l'acte de fondation de l'hôpital général en laissant, alors à la Compagnie du Saint-Sacrement et ensuite ça a été aux jansénistes, la gestion exclusive de cet établissement. Je ne peux pas comprendre, en ayant étudié comme je l'ai étudié, c'est-à-dire page par page et ligne par ligne pendant des semaines, le code de l'hôpital général, que le roi Louis XIV, qui était un roi absolu, ait pu signer ça. La seule explication que je trouve, c'est que il arrivait au pouvoir au lendemain de la Fronde, il fallait apaiser le royaume, les juges demandaient à s'occuper des pauvres, il leur a donné ça comme un os à ronger. C'est la seule explication que je trouve. Et s'il avait pu comprendre ce qui allait se passer par la suite, à mon avis, il n'aurait pas signé. Mais alors, qu'aurait-il fait de tous les miséreux qui encombraient les rues de Paris? Parce qu'il y avait ça aussi. Alors, il y a une autre image, le bon Monsieur Vincent, devenu Saint-Vincent de Paul 100 ans plus tard, l'image du bon Monsieur Vincent qui, lui, face à la pauvreté, veut absolument soulager la misère, que les gens aillent mieux, qu'ils souffrent moins, que si un pauvre a faim, qu'on le nourrisse, s'il a froid, qu'on le réchauffe, si on peut beaucoup, qu'on fasse beaucoup, si on peut moins, qu'on fasse ce qu'on peut. C'est toute la politique du bon Monsieur Vincent. Ces messieurs de l'hôpital général avaient tout à fait une autre vision des choses. Les pauvres, c'est des salauds, on va les faire marcher droit. Vous savez, pour ces gens-là, un pauvre, un mendiant, c'est un fainéant qui a choisi ce métier par faiblesse. Choisi ce métier, vous voyez le truc? Bon, enfin, les Lumières reprendront la même chose dans l'encyclopédie. Un mendiant est une personne qui a choisi ce métier enfin voilà, on ne choisit pas le métier d'être mendiant. Si vous mendiez, c'est que vous n'avez perdu vos moyens de subsistance, et qu'est-ce qui vous reste? Si c'est pas la charité, ça va être quoi? Ça va être le coup de couteau. C'est pour rester honnête qu'on est mendiant. Dans certaines configurations, j'entends. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette institution, une fois que les pauvres ont été mis à l'écart, il n'y avait plus personne pour surveiller. Parmi ces pauvres, il y avait des enfants, des milliers d'enfants qui sont rentrés à l'hôpital général. Surveillés par qui? Par leurs bourreaux. Je vous laisse imaginer. J'ai découvert, en analysant, j'ai mis 2 ans à le faire, 2 ans, une fois par semaine, toute la journée. C'est absolument fou ce que j'ai fait. Enfin, je ne faisais pas que ces registres-là, mais en grande partie. J'ai découvert que l'hôpital général faisait rentrer des enfants qui ressortaient sans destination. C'est-à-dire que l'hôpital général se livrait à un gigantesque trafic d'enfants pauvres. Je vous explique comment on fait. Dès qu'un enfant passe la porte de l'hôpital général, même s'il est dans les bras de sa maman, parce qu'à la salpêtrière étaient les femmes et les petites filles et les nourrissons qui venaient avec leur mère. À l'instant où ils entraient dans l'hôpital général, ils avaient comme tuteur exclusif messieurs du Parlement, messieurs les administrateurs. Enfin, pas messieurs du Parlement uniquement, mais disons les administrateurs de l'hôpital général. C'est-à-dire que leur mère ne pouvait plus rien pour eux. Et à ce moment-là, on les sépare. Et ces enfants qui rentraient à l'hôpital général pour y trouver secours et assistance, d'après ce que disaient les statuts, en ressortaient quelques mois après pour nulle part. J'ai relevé 2000 noms entre 1746 et 1756. 1 millier de noms d'enfants disparus. Il n'y a aucun doute pour moi qu'ils ont fait l'objet d'un trafic. J'ai découvert également que les enfants qui rentraient, vous aviez un établissement qui avait été créé par M. Vincent, qui s'appelait La Couche, où entraient les enfants qui revenaient de nourrices. Vous aviez des femmes qui étaient trop pauvres pour conserver leurs enfants, et qui les abandonnaient. Ces enfants étaient mis en nourrice. Vous savez, les enfants, on les mettait dans ce qu'on appelait des tours, où on pouvait déposer un enfant dans une tour. Le tour tournait, il y avait une personne de l'autre côté qui recueillait l'enfant. On trouvait des nourrices, et ces nourrices, c'était des femmes pauvres qui, une fois qu'elles avaient allaité leur propre enfant, donnaient la suite du lait à un enfant trouvé. Donc ces enfants étaient mis dans l'établissement qui s'appelle La Couche, et une fois sortis de nourrice, ils allaient à ce qu'on appelait la couche de Saint-Antoine, à Paris, parce qu'il y avait d'autres établissements ailleurs, où ils entraient à l'âge de 2-3 ans, c'est-à-dire quand ils n'étaient plus au sein, et où ils allaient ressortir pour aller à la salpêtrière pour les petites filles ou à la pitié pour les petits garçons à partir de 5 ans. C'est-à-dire que ces enfants étaient dans cet établissement entre 3 et 5. Et à 5 ans, on les chargeait dans des carrosses et on les
faisait rentrer dans les autres établissements de l'hôpital général. Alors à Paris, la Salpêtrière pour les petites filles et Bicêtre pour les petits garçons. Il y a 800 mètres, je les ai fait à pied plusieurs fois, entre la couche et la Salpêtrière. Les enfants mettaient 48 heures à arriver à destination, à votre avis. À votre avis. Les mêmes qui sortaient, admettons lundi, de la couche, arrivaient mercredi à la Salpêtrière et mercredi à la Pitié, 500 mètres plus loin. C'est-à-dire que ces enfants avaient ensemble passé 48 heures ailleurs. Dans l'intervalle, il y a eu 20 ou 30% de chutes, c'est-à-dire d'enfants qui n'arrivaient pas à destination. On en charge 15, il en arrive 12 ou 11. Que sont-ils devenus? Et dans un nombre incalculable de fois, je ne me souviens pas, je ne suis même pas sûr d'avoir fait la statistique, mais c'est effroyable, 3 mois après, ils sont morts. Alors qu'ils ont survécu à l'abandon, à la mise en nourrice, etc. etc. C'est-à-dire que l'hôpital général, dirigé par des notables absolument rétifs à toute ingérence de quelque autorité que ce soit, dans leurs comptes et dans leurs petites affaires, se livrait à un abominable trafic d'enfants. Ces gens ont été les opposants à l'absolutisme royal et les opposants à la politique bienveillante de l'Église vis-à-vis des populations. C'était des monstres, c'était vraiment des... Et c'est clair, c'est net que c'est un trafic d'enfants pédophiles. Si vous avez une autre hypothèse, je vous assure que je suis tout à fait disposée à vous écouter. Maintenant, aujourd'hui, alors, bon, moi je suis partie à la découverte de ces choses-là parce que j'ai découvert la réalité de ce que c'est que la pédocriminalité en France. Et que ne pouvant rien faire d'autre que d'essayer de comprendre ce qui s'était passé avant, j'ai été partie dans mes études d'histoire. Mais au cours de toutes ces années où je me suis renseignée sur ce qui se passait, j'ai rencontré une dame absolument exceptionnelle qui s'appelait Judith Reisman, que j'ai rencontrée parce que je l'ai vue. Alors je vous explique, il y a un truc absolument extraordinaire qui se passe maintenant. Il paraît que ça a été inventé contre nous, mais ça s'appelle Internet. Si vous n'avez pas entendu parler, il faut absolument que vous vous branchiez. Je vous expliquais. Je vous expliquer. J'étais là complètement désespérée à ne pas savoir ce que j'allais faire de tout ce que je savais, quoi. Puis un jour, je zappe et je vois une émission. C'était un film d'un Anglais qui s'appelait Les pédophiles de Kinsey. Kinsey's Pedophiles. L'anglais, c'était Tim Tate. Et je regarde ce film absolument à bouche bée. Et je vois ce que c'est que les trafics d'enfants. Bon. Et à un moment donné, il y a une scène où on voit une petite dame qui est sur un plateau de télévision, qui regarde un aréopage de gens qui la narguent, qui la toisent, qui se foutent d'elle et tout. Et elle leur brandit le poing comme ça. Et elle les engueule, et elle leur passe une avoinée, une savonnée, absolument extraordinaire. Et elle leur explique, mais vous savez que votre Kinsey, vous savez comment il a fait ses expériences sur les enfants, avec des... Et elle les engueule, elle leur explique qu'on a torturé les enfants pour faire des expériences et tout. Et les autres disent, ils se marrent. Et alors elle était là, elle tirait sur sa jupe, elle était absolument magnifique. Je dis, mais qui c'est cette bonne femme? Oh, qui c'est? Elle s'appelle Judith Reisman. Oh, j'ai dit, il faut que je la rencontre. Alors, vous savez ce que j'ai fait? J'ai vu qu'elle avait un site, il y avait contact, j'ai écrit, m'a répondu. On est devenus les meilleurs amis du monde. Et comme ça s'appelle Internet, je vous conseille. Hein. Si vous ne connaissez pas, c'est absolument fabuleux. J'ai commencé à correspondre avec elle, je lui ai expliqué ce que je faisais de mes travaux. Et elle m'a dit, écoute, je vais bientôt venir en Europe. Elle était invitée à Zagreb. Elle était invitée parce que son livre, un de ses livres, avait été traduit en croate. Et elle s'opposait, enfin elle avait réussi à mobiliser des parents croates contre la sexualisation des enfants à l'école. Ça vous dit quelque chose? Et les parents croates, j'aime autant vous dire qu'ils sont sortis, mais alors en meute. Hein. Et l'archevêché de Zagreb a invité Judith à venir à Zagreb présenter son livre. Donc elle a été invitée pour une semaine. Et elle me dit, si tu veux venir, j'ai dit, allons-y. Alors moi, à ce moment-là, j'étais à Égalité et Réconciliation, j'ai prévenu Soral, j'ai dit, disons, il y a une personne absolument étonnante à rencontrer à Zagreb, est-ce que tu assures la suite? Alors il me dit, débrouille-toi pour financer le truc, je me suis débrouillée, mais j'ai eu droit à un caméraman, enfin bon, et j'ai rencontré Judith là-bas. Alors on s'est tombé dans les bras, hein. Ça a été la rencontre, enfin c'est la rencontre de ma vie pour moi, on fait, dans une vie, on fait une ou deux rencontres essentielles comme ça. Et alors je lui ai raconté ce que je faisais, elle m'a raconté ce qu'elle faisait, et puis j'ai dit un jour, bon ben, il faut traduire cette dame en français. Je lui ai dit, personne t'a jamais traduit? Elle m'a dit,
Alors, l'université française ne manque pas de sexologues, de responsables, de trucs de sciences, de trucs de... Personne n'a jamais entendu parler de Judith Reisman chez ces gens-là. Jamais, non. Attendez, elle a fait un ou deux congrès tonitruants où elle a brandi le poing comme elle avait fait à la télévision, où elle a raconté ce qu'elle a raconté. Je veux dire, c'est une personne qui est absolument connue. L'université française l'a boudée, l'édition française l'a boudée. À ce moment-là, j'étais à Égalité-Réconciliation, j'ai dit à Soral, il faut la publier. Il m'a dit, si tu trouves un traducteur, je prends. Et voilà un grand monsieur qui se pointe en face de moi. J'avais lancé un appel au cours d'une conférence comme ici. Un gentil monsieur qui se présente, il me dit, Madame, je me présente, je suis traducteur professionnel, je me propose de vous faire gratuitement la traduction du travail de Madame Reisman. Il l'a fait. On a publié le livre. Dans l'intervalle, moi, j'ai publié les droits sexuels. Enfin, je me suis vraiment lancée là-dedans. Et voilà. Alors, quelque chose, il faut absolument que je vous dise quelque chose sur Judith, comment cette dame est rentrée dans ce combat. Parce que c'est important à comprendre comment le destin vous frappe. Judith était... alors, elle était d'une famille... Oh là, non, il ne faut pas que j'enlève mes lunettes. Il faut que je les garde. Elle était d'une famille... elle est native américaine, de parents natifs américains, mais originaire de Pologne. C'était des juifs polonais qui ont fait tout le cursus, alors Pologne, France, Angleterre, Ellis Island, et puis voilà. Donc, mais c'est au niveau de ce sont ses grands-parents qui sont venus de Pologne. Elle est née aux États-Unis et ses parents aux États-Unis aussi. C'était des communistes purs et durs, c'était des staliniens, ils chantaient, machin, vive la révolution et tout et tout. Et ils étaient tous très mélomanes, elle chantait sublimement, ils faisaient des grandes... C'était une famille immense, avec des cousins, ils avaient des tablées familiales absolument gigantesques qui refaisaient le monde en chantant, en faisant de la musique. Et elle est devenue artiste. Elle avait une émission de télévision qui s'appelait Captain Kangaroo. Et elle organisait des chansons. Elle s'occupait d'enfants, en fait. Elle faisait des émissions pour enfants à la télévision. Elle gagnait très bien sa vie. Elle était mariée. Elle avait deux petites filles, trois petites filles. Elle était pleinement épanouie, pleinement heureuse, bonne épouse, bonne mère, pleine de succès. Enfin, tout lui réussissait. Elle était immensément heureuse. Et un jour, elle se rend compte que sa petite Jenny, qui était sa fille aînée, qui avait 10 ans, se met à chouiner, à pas être bien, à pleurer, à grogner. Qu'est-ce que t'as, ma chérie? Mais dis-moi, mais qu'est-ce que t'as? La petite dépérissait. Donc sa maman la prend une fois, deux fois. Écoute, ma chérie, dis-moi ce qu'il y a. Enfin, à force de persuasion, il a fallu qu'elle jure de ne rien répéter à la police pour que la fille lui dise qu'elle était violée par le voisin du dessus. Elle avait 10 ans, il en avait 13. C'est-à-dire que Judith, dans son monde de bonheur absolu, est tombée en même temps sur la réalité que les enfants sont violés et violeurs. Elle a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Hors d'elle, elle appelle une vieille tante, enfin une tante, elle avait quoi, 34, 35 ans, une de ses tantes qui habite elle était du côté de New York, l'autre, elle était à l'autre bout des États-Unis, et elle lui raconte ce que lui a raconté sa fille. Et sa tante lui dit, allez Judy, réfléchis une seconde, tu sais bien que les enfants sont sexuels dès la naissance, peut-être que ta petite Jenny l'a cherché. Elle me dit, t'es pas dingue? Quoi? Je dis, qu'est-ce que tu racontes? Ma fille cherche, mais ça va pas. La tienne peut-être, mais la mienne non, hein? Non mais oh! Mais ça va pas. Mais enfin tu sais bien, non je sais pas, elle se fâche, bon. Elle appelle une copine de collège, de l'autre côté, de sa génération à elle, qui lui dit, mais enfin Jenny, tu sais bien que les enfants sont sexuels dès la naissance. Peut-être que ta petite Jenny l'a cherché. Et elle a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Deux femmes qui ne se connaissent pas, qui sont de deux générations différentes, qui sont des deux bouts de l'Amérique, qui disent la même chose. Qu'est-ce que c'est? Vous savez ce que c'est, ça? C'est la réalité Kinsey. Et c'est comme ça qu'elle est tombée là-dessus. Alors je vous la fais courte. Hein. Je vous la fais courte. Elle a quitté la musique, elle a quitté la chanson, elle a fait des études, elle est devenue docteur en communication, elle s'est mise à étudier toute la presse et toute l'édition et tout ce qui se fait au niveau image, texte et incitation au sexe pour la défense des enfants et des femmes. Parce que Judith s'est beaucoup consacrée également à défendre les femmes contre la pornographie et la violence. Et sa vie a été bouleversée à ce moment-là. Et quand je l'ai vue brandir le poing, alors elle était sublime, elle était belle, mon Dieu, elle était au plus fort de son combat. Elle a tout laissé tomber.
Elle a tout laissé tomber. Elle a laissé tomber son patron. On a essayé à la télévision de voir avec elle si elle ne voulait pas un peu faire des concessions à une certaine accélération du rythme, parce que les enfants demandent que, etc. Elle s'est rendue compte que la télévision était utilisée pour changer le cerveau des jeunes. Vous voyez, c'est pour ça qu'elle a fait de la communication, c'est-à-dire elle a appris comment les grands médias font pour vous influencer et vous changer à la fois d'attitude, de perception. Elle est devenue une experte en ça. Et c'est le combat de sa vie. C'est le combat de sa vie. Donc elle a écrit, disponible en français, Kinsey, la face obscure de la révolution sexuelle, qui a donc été traduit par ce gentil monsieur, Habib, il s'appelait. Et ensuite, dans la foulée, les éditions Saint-Rémy, je ne sais pas si vous connaissez les éditions Saint-Rémy, sont des éditions catholiques, ils ont publié La subversion sexuelle née du rapport Kinsey, qui a été traduit également par François Touvenin, dans la foulée. C'est-à-dire que 2 livres de Judith Reisman, qui sont ses livres essentiels, parce qu'elle en a écrit plusieurs, mais en fait, elle les a réactualisés. Donc on peut dire que les 2 livres de Judith qui ont été traduits en français, c'est l'essentiel de son œuvre. Traduit en français avec 0,0 relais dans la presse. Tout ça, c'est de la dissidence pure et dure. Alors, qu'est-ce qu'elle a découvert, en fait, Judith? L'essentiel de son combat, c'est qu'elle a, en analysant les publications tout à fait officielles de Kinsey, elle a lu les rapports Kinsey. Kinsey, c'est un monsieur qui, en 1948 et en 1952, a sorti le rapport sur la sexualité des hommes et le rapport sur la sexualité des femmes, qui a bouleversé l'Amérique, parce que ce qu'on croyait être des pratiques à la marge ont été, d'après ce que disait Kinsey, des pratiques de tout le monde. L'avortement, vous imaginez que c'est à la marge, pouh, vous ne savez pas le nombre de femmes qui avortent. L'homosexualité, pouh, mais un homme sur 10 a essayé et voudrait y retourner. Mais les femmes fidèles, mais qu'est-ce que je vous racontez, elles couchent toutes. Enfin, voilà. Il a bouleversé l'Amérique qui était pudique et même pudibonde en racontant que en fait, tout le monde couche avec tout le monde et que si on voulait véritablement appliquer la loi, il faudrait mettre tout le monde en prison. En gros, c'est ça qu'il a expliqué. Or, en analysant à la loupe les publications signées de Kinsey, elle a découvert sur quelle fraude monstrueuse s'est élaborée la fin de cette morale publique, l'invasion pornographique et au bout du compte la destruction de la famille et de l'enfance que nous voyons se dérouler sous nos yeux. Kinsey a menti et ses mensonges ont été relayés. Tout le travail de Judith a consisté à le mettre à jour et à le dénoncer et à faire en sorte que ça soit su absolument partout. Vous qui êtes ici ce soir, vous êtes conscients, au moins pour une partie importante d'entre vous, de ce que c'est que la sexualisation des enfants. La sexualisation des enfants, c'est l'application des pseudo-découvertes de Kinsey qui a dit « les enfants sont sexuels dès la naissance », qui est une fraude, un mensonge et un crime. Donc, il faut savoir que là, il y a une façon, on ne peut pas dire simple, mais si, simple, compliqué certainement à mettre en œuvre, mais simple, à faire arrêter ces horreurs, c'est de dénoncer l'imposture. Vous voulez absolument imposer que les enfants, dès les premières classes, soient éveillés à ceci, cela, c'est fondé sur la fraude Kinsey. Voilà. Alors, en fin 2020, Judith m'a fait parvenir son dernier travail que je vais vous résumer ici. C'est ça dont je viens vous parler. Alors, ce qu'elle raconte, c'est elle a étudié de beaucoup plus près la façon dont Kinsey s'est débrouillé pour faire ses expériences. Alors, les expériences de Kinsey ont consisté à des orgasmes sur des enfants et à les relayer et à dire voilà, les enfants ont tant d'orgasmes en tant d'heures, enfants de tel âge, sur telle stimulation, les enfants se mettent à jouir et voilà, c'était des observations faites par des scientifiques. Hein. Kinsey, il avait une chaire à l'université de Bloomington, c'était un docteur. Alors, de vous à moi, il était docteur, il était entomologiste, il était spécialiste des guêpes, hein. Il n'était pas spécialiste de l'orgasme des petits garçons, mais bon, il avait son doctorat, il avait sa place à l'université et c'est comme ça qu'il s'est fait connaître et que l'entourloupe a passé. Donc, le dernier travail que Judith m'a fait parvenir, c'est l'analyse de comment il a procédé. Et il a procédé pour faire ses expériences. Alors, elle nous dit que les partisans de Kinsey ont fait à croire que des observations qu'il a faites sur les enfants et dont il se sert pour prétendre qu'ils ont droit à une vie sexuelle, je crois que ça, vous avez compris, ça relevait de simples interviews qu'il faisait au cours de rencontres sympathiques dans le sein des familles où il était reçu. Alors, le monsieur était reçu chez papa, maman, on met le petit garçon et la petite fille au milieu, et alors on lui dessine un bonhomme, montre-moi comment on sait si c'est un garçon ou une fille.
Donc c'est bienveillant, c'est sous la surveillance des parents, tout va bien, hein, tout va bien. Alors, il se trouve que, alors attendez, accrochez-vous là, parce que c'est un peu dur à dire et ça va être dur à entendre, des centaines d'enfants, dont certains n'avaient que quelques mois, pour ces expériences, ont été attachés, dénudés, masturbés et ou sodomisés pendant des mois. Leurs pleurs, leurs hurlements, leurs évanouissements étaient qualifiés d'orgasme. Kinsey a utilisé pour ces séances abominables les services d'un certain Rex King qui était un pédophile notoire. Ce sont ces séances de viol qui ont servi aux observations de ces faux savants et vrais pervers. Pudiquement, Kinsey a qualifié ces viols de contact, les violeurs de partenaires et le pédosadique qui menait la danse d'experts en sexualité juvénile. Il n'y a aucun doute sur la réalité qui se cache derrière ces euphémismes. Ce sont ces expériences criminelles qui servent encore aujourd'hui de référence aux grandes agences de l'ONU, notamment l'OMS, l'UNESCO, l'UNICEF, absolument l'ECOSOC, tous ces gens se réfèrent à ces pseudo-travaux de Kinsey et qui vous vendent la sexualisation des enfants et le mensonge récurrent qui dit les enfants sont sexuellement éveillés dès la naissance. La preuve, quand on les viole, ils hurlent. C'est bien la preuve, parce que c'est ça. Il n'est pas douteux, en lisant attentivement ses propres rapports, que les orgasmes dont il parle sont en fait des réactions de terreur, des convulsions ou même des crises d'épilepsie qui ont pu être déclenchées par des électrochocs. Il n'est pas douteux non plus qu'une peur intense puisse déclencher des réactions physiologiques analogues à celles de l'excitation sexuelle. Je ne vous fais pas un dessin, vous avez compris. Un observateur normalement constitué peut-il confondre une crise d'épilepsie avec un orgasme ? Des pleurs, des hurlements et des tentatives de fuite avec une montée de plaisir. Kinsey, sadomasochiste lui-même, ne savait pas faire la différence entre souffrance et jouissance. C'était un sadomasochiste. Sadique avec les autres et maso avec lui-même. Ce sont les conclusions de ce malade qui servent de référence à toutes les politiques de sexualisation des enfants à l'heure actuelle. Et il n'y en a pas d'autres. C'est la source première. La réalité est devant nos yeux. Des centaines d'enfants captifs ont été torturés par un maniaque doté d'un membre énorme pour fournir à un faux savant psychopathe des données faussées destinées à bouleverser le monde. Et le bouleversement arrive à son terme. D'où venaient ces enfants ? D'où venaient ces enfants ? Qui étaient-ils ? Comment ces criminels ont-ils pu procéder ainsi en toute impunité sur des centaines et des centaines d'enfants sans être jamais arrêtés ni poursuivis ? Il y a quand même un problème. De fait, Kinsey a participé à des programmes tout à fait officiels et il a eu accès aux enfants observés par les hôpitaux Rockland de New York et Greystone du New Jersey. 2 hôpitaux publics américains. Ces 2 établissements étaient largement subventionnés par l'Institut Rockefeller. Et leurs expériences furent faites sous la houlette de l'Université de Columbia. Alors la trahison des universités, la trahison des universitaires, elle est patente, elle est honteuse. Honteuse. Alors je ne mets pas tous les universitaires dans le tas, mais franchement, ils sont nombreux. Il s'agissait d'études sur le fonctionnement du cerveau. Rockefeller finançait, l'université supervisait et l'hôpital fournissait les cobayes humains. Or, il est avéré que les patients dont on a prétendu vouloir observer les troubles psychiques étaient pour la plupart parfaitement sains d'esprit. C'est on vous fait piquer une colère, ah ben regardez, elle est folle. Il est fou. Colère, ira furor brevis est. La colère est une courte folie. Si vous faites piquer une colère à quelqu'un, vous pouvez parfaitement le faire. Enfin, si vous cherchez des fous, vous pouvez le faire saisir pour ce genre d'expérience. Donc, les méthodes utilisées pour pénétrer leur cerveau peuvent être simplement qualifiées de torture. Des adultes, des enfants diagnostiqués agressifs ou hyperactifs, âgés de 5 à 12 ans, ont eu le cerveau ouvert et nombre d'entre eux ont été lobotomisés sans aucun contrôle extérieur. Vous imaginez les savants fous face à des prisonniers. La chose est si vraie qu'en 1995, le président Clinton a reconnu qu'en 50 ans, 4000 expériences de ce type avaient été pratiquées avec la protection de la CIA
Et le président Clinton a présenté des excuses. C'est vous dire si c'est avéré. Comment les pouvoirs publics ont-ils pu couvrir des activités qui violaient non seulement le serment d'Hippocrate, mais toutes les normes médicales internationales et même le code de Nuremberg, pourtant reconnu par les États-Unis d'Amérique? Il paraît que le code de Nuremberg est extrêmement sévère pour ce qui concerne les expériences médicales. Je n'ai pas étudié le code de Nuremberg, mais je veux bien le croire. C'est donc sur ces rats humains de laboratoire que Kinsey a choisi ses proies, dont il avait besoin pour ses démonstrations fallacieuses qui servent aujourd'hui à établir les normes d'éducation sexuelle obligatoires à l'école. Et là, vous êtes tous au moins concernés par un enfant, un petit enfant, un voisin ou un cousin. Des rescapés de ces horreurs ont témoigné, c'est notamment par l'inlassable travail de recherche d'une certaine Karen Wetmore qu'on peut comprendre ce que fut le programme de contrôle mental, le Mind Control, ou MK, réalisé par la CIA avec la pleine coopération des instances médicales américaines. Alors, que nous dit Karen Wetmore? Elle a été internée à 13 ans à la suite d'un viol. Alors, vous ne faites pas violer, hein. Je vous conseille de ne pas vous faire violer, écoutez bien. Elle a réuni des années plus tard les preuves que, alors, hospitalisée parce que violée. Ensuite, elle a été torturée par des professionnels de la médecine. Elle a été isolée, dénudée, entravée, droguée. On lui a fait subir des électrochocs. On l'a soumise au froid, à la privation de sommeil. Et ses réactions ont été consignées sous le plaisant qualificatif de convulsion. C'est-à-dire que le fait d'avoir été violée, ça vous donne des convulsions. Et tout le reste, voilà, ça passe à l'as. Ni ses parents, ni même un juge n'ont été admis à lui rendre visite pendant le traitement. Mais sans doute leurs démarches ont-elles réussi quand même à lui sauver la vie. Pourquoi je dis ça? Parce que je me demande qui peut bien être enterré dans le petit cimetière attenant à l'hôpital. Pourquoi y a-t-il un cimetière dans un hôpital? Les gens n'ont pas de famille pour retrouver les morts. En principe, les familles les récupèrent. Qu'est-ce que c'est que ce cimetière à l'hôpital? Donc Karen Wetmore, apparemment les démarches infructueuses de ses parents ont quand même servi à lui sauver la vie, puisqu'elle en est sortie. Donc il n'est pas douteux que ce sont ces malheureux qui ont servi de cobaye à l'abominable Kinsey et aux criminels qui lui servaient de collaborateurs. Donc Kinsey, pour avoir ses rats de laboratoire, n'avait qu'à les servir à l'hôpital, le plus officiel, l'hôpital le plus près de chez lui. C'est le même Institut Rockefeller qui a financé un autre criminel habillé en savant, le Canadien Donald Ewan Cameron. Canadien. Alors je vais vous raconter ce Canadien, ce qu'il a fait. Il a été reconnu par tout ce que son pays comptait d'institutions psychiatriques et il a fait des expériences sur des milliers d'enfants qu'il a faussement qualifiés de déments. Cet aimable professeur s'efforça pendant des années d'effacer les souvenirs de ses patients pour les remplacer par d'autres. Vous savez, les opérations, on appelait ça le lavage de cerveau. Moi, j'entendais parler de ça quand j'étais petite, c'est ça dont on parlait. Et il partagea l'étude de ces lavages de cerveau avec Alfred Kinsey. Donc Alfred Kinsey à Bloomington aux États-Unis et ce monsieur Cameron au Canada. Et ils échangeaient leurs expériences. Il est incontestable que les autorités ont couvert de bout en bout ces agissements criminels. À l'origine de l'intérêt des autorités pour ces recherches, la CIA, qui était désireuse de pouvoir programmer les agents ennemis ou les siens propres à faire ce qu'on leur demande sans regimber. C'est-à-dire qu'ils voulaient fabriquer des hommes robots qui leur obéiraient au doigt et à l'œil. Dans ces années 50, des clochards et divers marginaux ont été enlevés pour ces expériences horribles. J'ai vu un jour un film, j'ai dit mais c'est pas possible, pourquoi ils racontent des horreurs pareilles? Ils racontaient des horreurs pareilles parce que ça avait été la réalité. On ramasse des marginaux, on leur a fait ingérer des doses massives de drogue, on les a exposés à des températures ou à des bruits extrêmes, on les a torturés inlassablement pendant des semaines et pendant des mois. On a soudoyé des détenus pour qu'ils s'y soumettent volontairement. Et enfin, on a eu recours à des enfants de 6 à 11 ans diagnostiqués schizophrènes, à qui on a donné des doses massives de LSD pendant des semaines et aussi des céréales mélangées à de l'uranium et à du calcium radioactif. Mais tout va bien, c'était pour la science, d'accord? Pour la science. Il est avéré que de nombreux hôpitaux et universités prestigieux ont prêté leur concours à ces horreurs. Des enquêtes journalistiques sérieuses ont découvert qu'à la fin des années 70, les expériences se faisaient encore sous d'autres noms, mais avec les mêmes buts et les mêmes méthodes. C'est-à-dire que quand l'information risquait de sortir, on allait faire ces cochonneries plus loin. Le scandale du Watergate en 1973 faillit faire découvrir le poteau rose et quantité de dossiers ont été détruits, mais il en est resté suffisamment pour que les chercheurs puissent aller y mettre leur nez et faire émerger la vérité. On découvrira rapidement que le programme de Kinsey
était une des branches du programme MK-Ultra. Cameron et Kinsey relevant tous deux des subsides de la CIA pour leurs travaux. Donc, Kinsey n'était pas du tout le fou isolé qui a sorti ces trucs, c'est la CIA pour la supervision et Rockefeller pour le financement. La collusion entre la CIA, la Fondation Rockefeller et Kinsey est avérée, et les activités de ces derniers n'étant ni plus ni moins supervisées par l'agence d'espionnage. Kinsey n'aurait rien fait sans la CIA. On comprend pourquoi aucune demande d'enquête sur les activités de Kinsey n'a jamais abouti. Eh bien, essayez encore aujourd'hui de dire, dites donc, vous, votre référence c'est Kinsey. On pourrait savoir, non. Non. Aucune commission d'enquête n'a jamais pu être réunie pour étudier, en toute objectivité, les travaux de Kinsey. On sait à présent que les méthodes utilisées par la CIA pour faire parler des supposés terroristes ont également été utilisées par Kinsey sur les enfants qu'il observait. Vous avez prévenu que ça serait dur. Ce qu'on appelle pudiquement des techniques d'interrogatoire renforcé, c'est un nom bien séant pour torture non létale, a été utilisé sur les plus de 2000 enfants tombés entre ses griffes. Il les a utilisés avec le soutien d'une équipe d'universitaires qui n'ont pas vu d'objection à infliger à des gosses ce qu'on infligeait à des supposés terroristes, notamment masturbation forcée, les coups, le froid, la privation de sommeil, la nudité, les hurlements, qui sont autant d'agressions qui n'entraînent pas la mort mais qui brisent la vie. Le scandale est si grand qu'il n'a jamais fait l'objet d'une enquête publique 7 décennies plus tard. Il serait peut-être temps. On sait depuis les années 90 que des jeunes handicapés mentaux et des femmes enceintes ont été soumis à des injections de fer radioactif. Alors qu'un premier article du Boston Globe a retenu le nombre de 23 futures mamans, il apparaît qu'elles furent en sans doute des milliers. Une seule clinique prénatale en a traité 829. 829 femmes enceintes à qui on a ingéré du fer radioactif. Le chiffre est tout à fait officiel, puisque c'est celui du ministère de l'Énergie, lui donne un décompte final de 16 000 hommes, femmes et enfants qui ont été irradiés entre 1945 et 1970 pour les besoins de la CIA. Entre 1940 et 1954, une neuropsychiatre respectée à New York procéda à des électrochocs sur des centaines d'enfants âgés de 3 à 12 ans, diagnostiqués autistes. On peut considérer que les opérations de changement de sexe aujourd'hui, qu'on fait de nos jours sur les enfants, sont la continuation de ces expériences qui font de la science la main droite du diable. Le Midi de la France a connu en 1951 un drame qui a fait plus d'une dizaine de morts et des centaines de déments. On imputa cette folie collective à du pain empoisonné par de l'ergot de seigle, jusqu'à ce qu'on comprenne que la CIA avait fait asperger du LSD sur la petite ville de Pont-Saint-Esprit dans le cadre de ses expériences de MK-Ultra. C'est-à-dire, pourquoi se gêner? On ne va pas embêter que les Américains, on s'est amusé à asperger les Français. Pardon, Pont-Saint-Esprit. Pont-Saint-Esprit, oui. Il y avait des gens qui se jetaient par la fenêtre. Des gens qui ils ont mangé du pain. Alors c'est ça, c'était la faute du pain, c'est ça, c'est la faute du pain. Faut savoir. C'était pas encore le beefsteak, mais c'était déjà le... Bref. Dans tous ces crimes, la collusion entre la CIA et la Fondation Rockefeller est permanente. Permanente. Le but commun de toutes ces recherches est de parvenir à une amélioration de la race humaine par l'eugénisme pour éliminer les plus faibles et par l'élaboration d'un gouvernement mondial unique. Se débarrasser des inaptes n'est pas une chose aisée, le mieux est d'avancer masqué. Donc il y a c'est l'eugénisme négatif, c'est-à-dire on veut éliminer les inaptes, et après on verra l'eugénisme positif se réserver à la fabrication d'une race de seigneurs. Ce sont ces politiques qui ont déclenché les grands changements mondiaux dont on voit aujourd'hui l'hydre malfaisante à l'œuvre par le renversement des valeurs et la mondialisation de la peur. C'est la suite, ce qu'on voit maintenant, c'est la suite de ça, tout simplement. Kinsey ne fut qu'une partie de ce plan, mais pas la moindre. Le directeur médical de la Fondation Rockefeller a déclaré « Nous considérons que le financement de l'Institut Kinsey est l'une des choses les plus importantes que nous ayons jamais faites. » C'est en 1913 qu'a été créé en Angleterre l'Institut Tavistock, dont les activités ne seront connues qu'à partir de 1969. Ce secret a été bien gardé, mais il a été éventé.
Cet institut cherche tous les moyens de manipuler les masses dans le but clairement énoncé de détruire la civilisation occidentale et de créer un nouvel ordre mondial. Voilà. Ce sont eux qui amenèrent aux États-Unis des savants allemands au cours de l'opération dite Paperclip. Avez-vous entendu parler de ça? Oui. Voilà, c'est vraiment un public alerté. La rencontre entre les savants de la CIA et ceux de l'Allemagne nazie devait faire des étincelles. Le tout secrètement. On donna aux Allemands une nouvelle identité en les plaçant dans des institutions contrôlées par la CIA, ni vues ni connues. Alors on vous parle des savants nazis qui s'occupaient d'eugénisme, parce que je suppose que voilà. La fondation Rockefeller fut assez influente pour réussir à faire placer ses pions à la direction des institutions comme Harvard ou l'hôpital Rockland, notamment. Rockland, c'est celui dont on parlait au début. Ils ont laissé en Angleterre la clinique originelle et l'Institut Tavistock a muté pour devenir la mère de tous les groupes de réflexion, autrement dit think tank comme on dit, et qui fut enregistré comme organisation caritative en 1947. Ah, la charité, mon bon monsieur, la charité, ma brave dame. Elle s'offrit les services directs ou indirects de noms devenus prestigieux comme Freud, Jung, Barnes ou Adler, et enfin l'écrivain Aldous Huxley, vous avez entendu parler, qui déclara en 1962 « Nous sommes en train de développer toute une série de techniques qui permettront à l'oligarchie de contrôle, qui a toujours existé et même pris, alors qu'il a fallu changer les mentalités pour que les femmes se mettent à fumer librement. » Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Rockefeller possédait tous les journaux et tous leurs rédacteurs en chef, tandis que la CIA recrutait des journalistes dans le monde entier, avec la double fonction d'instiller au public ce qu'elle voulait faire accroire et de fournir à l'agence des informations de première main. Et c'est là qu'ils ont mis la main sur la presse mondiale. En 1991, David Rockefeller a congratulé chaleureusement le Washington Post, le New York Times et le Time Magazine pour n'avoir jamais divulgué les secrets des réunions mondialistes du Bilderberg où ils étaient conviés depuis 40 ans. Rendez-vous compte. À Hollywood, le cinéma fut convié à faire sa part et à présenter au public une version de l'histoire qui arrangeait les mondialistes. Le cinéma, la presse écrite, la télévision, la radio, tout est entre leurs mains. Pour illustrer l'efficace collusion entre les médias et l'agenda mondialiste, il n'est que de regarder comment les journaux ont traité les relations privilégiées qui unirent Kinsey à un nazi qui s'appelait Friedrich von Baluseck. Alors, je vais vous raconter cette histoire, c'est absolument étonnant. Ça, c'est vraiment l'enquête de Judith. Enfin bon, tout ça, c'est son travail. Pendant toute la guerre, un certain Baluseck a abusé de quantité d'enfants dans un camp de concentration polonais. Alors, des enfants de prisonniers, quoi, juifs ou pas juifs. Bon, il y avait des enfants à disposition, il les violait, c'était un pédophile. L'affaire fut révélée en 1957, à la suite du viol et du meurtre d'une petite fille de 11 ans. C'est-à-dire que Baluseck, une fois qu'il est retourné dans la vie civile, il a continué de violer des gosses. Puis un jour, il s'est fait pincer. Le procès fit découvrir à la fois ses crimes commis pendant la guerre, mais également toute la correspondance soutenue qu'il avait entretenue avec Kinsey, avec qui il partageait ses observations. Aussi incroyable que cela puisse paraître, le fait est là, alors que la presse allemande se souleva d'indignation en découvrant la collusion entre le pédophile nazi et le chercheur américain, la presse américaine a réussi à ne pas en souffler mot. Et elle a continué comme devant à promouvoir le bon docteur. Croyez-vous que ce soit à ce point imperméable entre l'Amérique et l'Allemagne? Eh bien, les Américains n'ont pas su. Alors que l'Allemagne se soulevait d'indignation. Le contrôle de la CIA sur la presse est à ce point efficace. Comme fut efficace le portrait lisse et bienveillant que le public perçut de Kinsey, bon époux, bon père, savant désintéressé, qui répondit de son mieux aux interrogations angoissées de ses étudiants au sujet de l'amour. « Ah, cher professeur, parlez-nous de l'amour, parlez-nous du sexe, parlez-nous de ceci, de cela, parlez-nous de nos orgasmes. » Alors que Kinsey fut un eugéniste obsessionnel, un pédocriminel de masse, un raciste, un misogyne, un masturbateur compulsif et masochiste, un producteur et interprète de films pornographiques tournés dans son grenier ou dans des salles hautement insonorisées de son institut pour que personne à l'extérieur n'entende les hurlements de leur jeu sadique. Kinsey était si imprudent dans ses frasques, connu de son université, connu de la Fondation Rockefeller, connu de la CIA, du FBI, bref de tout le monde, qu'il aurait dû 20 fois tomber dans l'opprobre. Eh bien, jamais le public n'en a rien su.
Même sa mort fut présentée comme sereine alors qu'il succomba aux conséquences de ses vices. Un film tourné en 2004 le présente sous les traits de Liam Neeson comme cet Américain moyen conservateur, avec cheveux en brosse, nœud papillon, flanqué d'une épouse qui tricote au coin du feu. Bien loin des orgies sadomasochistes auxquelles ils se livrèrent tous les deux avec leurs collaborateurs. Comme un seul homme, les médias dans leur ensemble, presse écrite et parlée et bientôt audiovisuelle, ont vendu ce pervers comme un homme de science et fait gober un discours aussi abominablement dangereux que celui qui prétend que ce sont les inquiétudes des parents qui traumatisent les enfants et pas les attouchements des pédophiles. Alors je répète, un gosse traumatisé après un viol par un pédophile n'est pas traumatisé par le pédophile mais par les hurlements de sa mère. Pas la mère du pédophile, la mère du gosse. Pourtant, les critiques n'ont pas manqué du vivant même de Kinsey, mais il aura suffi que le grand public n'ait pas accès à ces critiques pour que le mythe se perpétue. Tous les grands débats qui ont été... J'ai lu, par l'intermédiaire de Judith, j'ai lu un certain nombre de critiques qui ont été émises en son temps contre Kinsey. Elles ont été émises, elles sont restées confidentielles, le public n'a jamais rien su, donc ça a pu continuer. Tant que la base ne sait pas, ça continue. Des critiques pertinentes et percutantes ont été publiées et mises immédiatement sous le boisseau. Aujourd'hui encore, la révolution sexuelle qui déclencha de façon si criminelle fait la fierté de la Fondation Rockefeller. Alors que ces rapports ont servi à faire déferler sur le monde un tsunami de pornographie, de violence et de perversion sexuelle en tout genre, la Fondation oppose fièrement son logo sur la ridicule échelle de Kinsey avec ce titre « Financer la révolution sexuelle, le rapport Kinsey ». Alors je vous explique ce que c'est que l'échelle de Kinsey. L'échelle de Kinsey, c'est une double échelle. Vous avez une gradation qui passe comme ça et une autre comme ça. Ça, c'est les gens qui sont ici complètement homosexuels, qui sont un certain nombre, et puis ils sont plus ou moins moins homosexuels, et à la fin ils sont juste un petit peu homosexuels. Puis de l'autre côté c'est hétérosexuel, et ceux qui sont exclusivement hétérosexuels, et puis juste un petit peu... voilà, tout être humain se trouve quelque part entre les deux. On est tous plus ou moins homosexuels, alors il paraît, enfin bon, j'ai suivi ça également par l'intermédiaire de Judith. Il y a des cours qui sont faits dans des écoles où on explique aux gosses, alors on est tous plus ou moins un peu homosexuels ici, etc. Et là un jour, ça se fait en présence de parents, il y a un père d'élève qui s'est dit, moi non, moi non, je suis pas homosexuel du tout, mais alors 0, 0, 0. Et alors d'autres parents qui disent, mais pourquoi vous dites ça? Alors, dites ça parce que non, mais vous allez arrêter maintenant votre propagande. Là, attendez, ça va se terminer en pugilat, ces histoires-là. D'ailleurs, il y a des pugilats qui ont commencé. On essaye, à partir de l'échelle de Kinsey, de faire à croire qu'on est tous plus ou moins, et que c'est une question d'échelle. Et la fameuse échelle, elle sert à la Fondation Rockefeller à montrer comme ils sont fiers d'avoir financé ça, financé la révolution sexuelle, le rapport Kinsey. Et ils sont contents avec ça. Pendant toutes les années où il a opéré à l'université, Kinsey a eu en sa possession, alors là, tenez-vous bien, et là ça explique beaucoup de choses, toutes les confidences écrites de tous ses collaborateurs, dont pas un seul n'aurait osé regimber. Ça veut dire quoi? Kinsey aurait pu faire connaître leur homosexualité cachée ou leur frasque extra-conjugale. Pour entrer chez Kinsey, il fallait répondre à un interrogatoire et des notes étaient prises. D'accord? C'était quand la dernière fois? Comment? Devant, derrière, sur les côtés? Combien? Et tout et tout. Tenir les secrets d'alcôve d'un individu, c'est le tenir tout court. Quels que soient ses secrets d'ailleurs. Quels que soient ses secrets, du moment que ça relève de l'intimité, ça dérange. Dès que vous avez livré vos secrets, vous êtes tenu. Kinsey tenait tout le monde. Et de même, le fameux Cameron, vous savez, celui de son confrère au Canada, il a fourni à quelques hauts fonctionnaires pédophiles la libre disposition des enfants dont il usait par ailleurs. Alors, autant vous dire qu'il tenait tout le monde lui aussi. C'est une des explications au flux continu de subventions qui tombèrent sur ces recherches diaboliques. J'ai encore besoin de sous. Monsieur le ministre, monsieur le conseiller, j'ai encore un peu besoin d'argent. Vous pouvez me trouver ça? Kinsey et Cameron étaient entre les mains à la fois de la Fondation Rockefeller et de la CIA, qui ont pu ainsi, à leur tour, tenir tous les rouages de l'administration qu'on aurait voulu démocratique. La CIA et l'Institut Rockefeller connaissaient tous les secrets d'alcôve de toute l'administration et de toute l'administration américaine. De fait, l'administration américaine glissa peu à peu entre les mains d'un véritable syndicat du crime qui tenait de quoi faire chanter tout le monde. Et voilà.
Connaissez-vous l'allocution que fit le président Kennedy le 27 avril 1961 devant l'Association américaine des éditeurs de journaux? Il y a dit notamment « Le simple mot de secret est inacceptable dans une société libre et ouverte, et nous sommes en tant que peuple intrinsèquement et historiquement opposés aux sociétés secrètes, aux serments secrets, aux réunions secrètes. Nous avons décidé il y a longtemps que les dangers de la dissimulation excessive et injustifiée de faits pertinents dépassent de loin les dangers que l'on cite pour les justifier. Nous sommes confrontés dans le monde à une conspiration monolithique et implacable qui repose essentiellement sur des moyens secrets pour étendre sa sphère d'influence, de l'infiltration plutôt que de l'invasion, de la subversion plutôt que des élections, de l'intimidation plutôt que du choix libre, des guérillas de nuit plutôt que des armées en plein jour. C'est un système qui a mobilisé de vastes ressources humaines et matérielles dans la construction d'une machinerie très efficace, au maillage très serré, qui combine opérations militaires, diplomatiques, de renseignement, économiques, scientifiques et politiques. Ce que la presse aux ordres qualifie avec mépris de conspirationnisme était officiellement reconnu et dénoncé comme tel par un président américain qui précisément est mort d'avoir voulu s'y opposer. Conspirationniste numéro 1, John Fitzgerald Kennedy. L'affaire Epstein illustre la façon dont les choses se passent. Ces agissements criminels le menèrent devant les tribunaux en 2008. Un reportage sur son affaire fut retiré de la programmation in extremis en 2015. Il faudra attendre 2019 pour qu'il soit remis sous les verrous. Vous imaginez les pressions entre 2008 et 2015. Rockefeller est présenté sur sa fiche Wikipédia comme un philanthrope. Ah bah oui, quand même. Un autre philanthrope bien connu s'appelle Bill Gates. Il est partisan lui aussi du nouvel ordre mondial. Et il a utilisé les services de la sataniste Marina Abramovich pour faire un de ses clips. Il n'a jamais rompu ses relations très amicales avec Jeffrey Epstein, même après sa mise en cause en 2008. Toutes les commissions d'enquête diligentées pour connaître les comptes de la Fondation Rockefeller et le fonds des rapports Kinsey ont toutes capoté. De 1953 à 1955, Nelson Rockefeller a été nommé sous-secrétaire du ministère de la Santé, de l'Éducation et de la Protection sociale. Hein? Autant dire qu'il a eu la main sur toutes les institutions impliquées dans les expérimentations humaines criminelles dont nous avons parlé, et qu'il fut apporté pendant ces 2 années de les cacher au public et de les financer par les fonds que la CIA lui fournissait discrètement. En 1974, la CIA fut mise en cause par un article du New York Times à propos des expériences des années 60. Le président Ford, alors attendez, écoutez bien, a mis en place une commission d'enquête spéciale qu'il confia à son vice-président, Nelson Rockefeller, qui a lui-même entrepris de se juger. Et je crois qu'il s'est trouvé innocent. Nous sommes maintenant devant une nouvelle morale sexuelle. Ça s'appelle Le renversement des valeurs. Le film sur Kinsey avec Liam Neeson dans le rôle titre acheva de valoriser le génie du grand scientifique dont les études pionnières avaient si merveilleusement changé le monde. Alors merveilleusement, vraiment, vraiment, pensez-vous. Bilan de la révolution sexuelle. La destruction de la morale traditionnelle a brisé 3 générations depuis la guerre. En présentant toutes les déviations sexuelles comme normales et la fidélité conjugale comme ringarde, on a instillé la maladie mentale dans une population brusquement coupée de ses repères moraux et qui sombra dans la dépression. Ça s'est fait très brutalement. Le nombre des abus sexuels augmente tous les jours. Ils sont de plus en plus violents et sadiques et visent des enfants de plus en plus jeunes. Alors que le but de la libération sexuelle, c'était de dire précisément que quand les gens seront libres, il n'y aura plus de crimes sexuels. Il y en a de plus en plus. Faisant montre d'une grande et noble ouverture d'esprit à la science, des États américains autorisent désormais l'utilisation de matériel obscène à l'école si on peut considérer leur usage comme éducatif. L'explosion d'abus commis entre enfants en est la conséquence dramatique. On apprend aux gosses à l'école ce que c'est qu'un viol et après ils se violent entre eux. Désormais, on se viole et on se sodomise entre enfants dans le cadre de l'école. Qui osera dire que ça a toujours été comme ça ? Qui sont ces pseudo-éducateurs qui viennent faire de la propagande pour toutes les déviances sexuelles en direction des enfants ?
En fait, il fut difficile d'imposer la révolution sexuelle à l'Amérique alors qu'elle battait son plein dans l'Europe de l'après-Première Guerre mondiale. En France et en Allemagne, c'était déchaîné. C'était déchaîné, la révolution sexuelle. En Amérique, non. C'était resté très très pudique. Pour faire passer la dragée à une population américaine conservatrice et pudique, il fallut rien de moins que l'argument scientifique. Une machine bien huilée de relations publiques, professionnelles et d'universitaires compromis réussit à faire d'un vicieux un grand scientifique. Et les éloges continuent de pleuvoir sur ce monstre plus de 60 ans après sa mort. Maintenant, on n'a plus besoin de morale puisque la science a parlé. La promotion de la science au rang de critère absolu de vérité et du bien, en lieu et place de Dieu, qu'on a relégué au rang de superstition obscurantiste, comme on faisait le temps des Lumières, ça existe des scientifiques une honnêteté au-dessus de tout soupçon. On est bien d'accord, si la science doit remplacer la morale, il faut que la science soit irréprochable. Or, le monde scientifique a été corrompu par une lente infiltration des intérêts privés et diverses études ont montré que l'Amérique détient le triste record mondial de la publication scientifique frauduleuse. Il n'est que de voir le nombre de mensonges diffusés à l'occasion de la crise que vous connaissez tous pour comprendre que le monde entier lui a emboîté le pas et que le mensonge scientifique se diffuse partout et toute honte bue par le canal des médias. Ben oui, les médias entre les mains de vous avez compris qui. La bombe atomique sociale que fut le rapport Kinsey continue ses ravages avec l'aide d'une communauté scientifique muette et paralysée. Au nom de la science, la pornographie et l'obscénité se déversent jusque dans les écoles. Et oui, ben vous savez, les films porno, il n'y a qu'à les montrer aux enfants. De toute façon, ils les regarderont, on n'a qu'à les regarder avec eux, on leur expliquera. Non, c'est ça, c'est ça. Oui. A-t-on conscience que ce qu'on appelle les caricatures de Mahomet, vous les avez vues, les caricatures de Mahomet, qui ont déclenché un tel... Est-ce que quelqu'un l'a vu, les caricatures de Mahomet? Oui. Apparemment, pas tout le monde. Ce sont des dessins outrageants et obscènes qu'on prétend avoir le devoir de montrer aux enfants. C'est une saloperie. Les caricatures de Mahomet, c'est une saloperie. C'est outrageant et obscène. Mais il fallait que tous les enfants les voient. Non mais, oh! Aux États-Unis, l'invasion de la pornographie dans les écoles a reçu la caution des pouvoirs publics. Éduquer un enfant, c'est lui apprendre les limites. La révolution sexuelle de Kinsey sert à promouvoir toutes les transgressions et à valoriser la satisfaction de toutes les pulsions derrière le dos des parents considérés comme des oppresseurs, c'est-à-dire le contraire d'une éducation. Le résultat de ce tsunami de sexe a produit une explosion de viols et de crimes sexuels divers, de maladies vénériennes, de familles éclatées, d'abandon d'enfants, d'enfants sans père ni repère, de délinquance, de drogue, d'alcool, de suicide de jeunes et cerise sur le gâteau, d'inceste et de pédophilie. Joli résultat, nous sommes d'accord. C'est ça la révolution sexuelle. Regardons. D'un côté, hier, la chasteté avant le mariage, la retenue, le contrôle de soi, la fidélité conjugale. Et de l'autre, le monde dans lequel nous vivons, lequel est vivable. Loin de prôner la liberté, Kinsey fut un harceleur et un violeur. Certains de ses étudiants en ont fait l'amère expérience. Alors qu'il plaida pour l'innocuité de la masturbation, et Dieu sait combien ces données sont reprises par des publications sérieuses, on sait qu'il mourut des excès auxquels il se livra en la matière. Il s'est arraché les trucs. À force de tirer dessus, il a fini par faire une infection insoignable. Mais il tirait dessus avec des cordes et puis il montait sur une chaise avec une poulie et il sautait. Mais il paraît qu'il trouvait ça bon, puis il avait bien le droit. Attendez, si ça le faisait jour, il avait le droit. Il paraît qu'on veut empêcher les gens de jouer. Attendez. Bref. On ne peut séparer la promotion qu'il en fit avec l'explosion du marché de la pornographie, auxiliaire commode de la masturbation, bien évidemment. Donc il a fait sans arrêt la promotion de la masturbation. Et voilà, donc la promotion de la pornographie qui va avec. Si on pouvait repousser d'un revers de main les conclusions délirantes d'un psychopathe obsédé sexuel, qui fut un temps à la mode, ça serait trop simple, mais c'est pas possible. C'est impossible. Avec l'aide de la fondation Rockefeller, le patron de Playboy, vous savez, un certain Hugh Hefner qui est mort maintenant, fonda un conseil pour l'information et l'éducation à la sexualité, le CIECUS, organisme dédié au sexe à l'école. Et tout ça, c'est sous l'influence de Kinsey. Hugh Hefner de Playboy, il a trouvé la grâce le jour où il a découvert le rapport Kinsey. Il dit, mais c'est pas possible, les filles couchent, peut-être qu'elles vont bien vouloir coucher avec moi.
Alors il y est allé, il a vu que ça marchait, il a fondé Playboy. Et après, il a fondé le CIECUS, Conseil pour l'information et l'éducation à la sexualité, à l'école. Tout Kinsey, rien que du Kinsey, sur les bancs de la classe. C'est de l'éducation, c'est du sérieux. Le CIECUS. Alors, d'accord? Hugh Hefner, Playboy, Kinsey. Le CIECUS a reçu le soutien de Planned Parenthood ou Planning Familial, puis de l'UNESCO, des ONG affiliées, de l'Organisation mondiale de la santé. Kinsey est devenu une référence mondiale. Et le CIECUS, avec toutes ces références, avec tous ses parrains, peut se répandre dans les écoles. Pas un étudiant en médecine qui échappe aux conclusions délirantes du maniaque de Bloomington, dont le credo de base affirme que les enfants sont capables d'activité sexuelle dès la naissance. Il y en a même qui disent avant la naissance, parce qu'en regardant au microscope, ils ont eu l'impression qu'il y avait un petit machin qui bougeait à l'intérieur du ventre de la maman. Non mais attendez, ce sont des malades. Mais je l'ai lu, hein, c'est pas des blagues. Il y a des gens qui l'ont écrit. L'influence du CIECUS fut telle qu'on en vint à réformer le code pénal et qu'on laissa tomber par lambeaux des articles protégeant les femmes et les enfants des prédateurs. Bah oui, il n'a pas dit non. Alors c'est qu'il était d'accord. Hein? Bon. C'est par ce biais qu'on en vient à formuler la fameuse dérogation à la réglementation sur l'obscénité qui a introduit le porno à l'école. Des générations d'enfants sont gavés de sexe depuis l'âge tendre, coupés de leurs racines morales et civilisationnelles, incités à remettre en cause l'autorité de leurs parents et habitués à croire que leur désir est leur droit. Ils sont destinés à être les soldats dociles du nouvel ordre mondial. Eh oui, quand ils penseront plus qu'à ça, on pourra leur faire ce qu'on voudra. Le nouvel ordre mondial doit passer par Internet, qui, entre les mains d'experts en l'art d'obtenir le consentement des foules par le mensonge et le contrôle mental, sont en passe d'entièrement dominer le monde. On a vu comment, en quelques mensonges aujourd'hui dénoncés, on a pu, à l'échelle de la planète, arrêter et confiner l'entièreté de la population mondiale. Ça a été phénoménal. L'argument fut le même que pour Kinsey, la science, la médecine, le savoir, la raison, la santé. Alfred Kinsey a été une des chevilles ouvrières du programme de soumission des populations au nouvel ordre mondial préparé par Rockefeller et la CIA. Son travail a consisté à revêtir la destruction de la morale et de la famille d'une justification scientifique et le nomadisme sexuel le plus débridé d'une couleur libératrice. En quelques décennies, les pseudo-travaux de cet escroc ont permis un développement inouï de l'industrie pornographique, la dépénalisation de quantité d'abus sexuels sur des populations de plus en plus jeunes, l'introduction du sexe à l'école et l'explosion du nombre d'avortements présentés comme un bienfait et un droit essentiel et aujourd'hui constitutionnel. Et ça ne s'arrêtera pas là si on laisse faire. Kinsey a collaboré avec les plus hautes instances scientifiques compromises dans d'abominables forfaits perpétrés sur des populations captives, utilisées comme des rats de laboratoire, au mépris de toutes les règles d'éthique valables dans n'importe quel pays. Le détraqué Kinsey que ces pratiques masochistes ont conduit à la mort ne savait pas faire la différence entre terreur et jouissance, les symptômes de l'une pouvant ressembler à l'autre. Un esprit normal sait faire la différence, celui d'un psychopathe peut prétendre que non. C'est sur la torture de milliers d'enfants qu'a été fondée toute la politique d'éducation sexuelle à l'école, promue par toutes les agences de l'ONU et reprise en compte par nos gouvernements successifs. Alors ça, je peux vous dire que j'ai lu tout ce que les gouvernements, depuis François Hollande, François Hollande, Sarkozy, ouais. Tout va dans le même sens. Tout va dans le même sens. Mais il ne faut pas croire que le but ultime de ces horreurs soit simplement la prédation sexuelle. Celle-ci n'est que l'instrument d'un but ultime qui est le gouvernement mondial, qui ne se fera pas sans la destruction totale de la civilisation occidentale chrétienne. Et j'ai envie de rajouter musulmane. Parce que la cible est la même et les résistances des deux côtés sont de même nature. Par la séduction, le mensonge, la terreur, la manipulation de masse, le détournement de la recherche scientifique, des forces maléfiques qui haïssent l'amour et le don entendent nous faire accepter l'inacceptable et le trouver bon. Je vous demande avec moi de nous réveiller. Merci.